dites, on va faire cette comparaison. Quel est le pays que vous souhaitez qu'on fasse la comparaison pour que vous trouviez que la Côte d'Ivoire est le pays où c'est la catastrophe? Parce que quand vous parlez pour quelqu'un qui ne connaît pas la Côte d'Ivoire, là, quand vous parlez pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire, va dire que la Côte d'Ivoire est un pays où tout est pire, tout est grave. Mais je suis là pour dire, pour ce qui concerne la question du panier de la ménagère, là, honnêtement et franchement, moi j'ai fait un peu le tour de plusieurs localités, de plusieurs régions. La seule chose que j'ai retenue, il y a des régions où les populations ont compris qu'il faut faire des efforts pour améliorer les conditions de vie des populations elles-mêmes. Parce que les productions locales, là, on ne les importe pas. C'est nous-mêmes qui les produisons. Et si on doit produire quelque chose localement et décider de vendre et faire un bénéfice de 300%, il va sans dire que nous-mêmes, nous sommes en train d'aggraver la situation. Mais il y a des localités où tu arrives, on fait des productions et c'est moins cher. Les gens achètent tranquillement. Où tu arrives, l'aubergine est moins chère, la mangue est moins chère, la banane est moins chère. Parce qu'eux, ils produisent, ils donnent ça localement clair. Mais par contre, il y a des localités où tu arrives, eux-mêmes, ils produisent. Mais localement, tu ne peux pas acheter. Je prends l'exemple très simple de la région du Bunkani. Ici, les gens produisent l'igname, ils produisent l'igname. Mais je vous assure, moi, je préfère acheter l'igname à Abidjan pour envoyer à Bouna que d'acheter l'igname à Bouna. Comment vous pouvez expliquer ça? Pourtant, l'igname quitte Bouna, on charge dans le camion pour envoyer jusqu'à Abidjan. Et Abidjan, c'est moins cher. Mais à Bouna, pas. Donc, il va arriver à un certain moment, vous devez comprendre que... Et puis, Herman, excuse-moi. Toi, tu trouves ça normal? On est tous responsables, Britignon, pour acheter de la vie là. Toi, Britignon, même, tu es dedans. Moi, je suis dedans. Tous les Ivoiriens sont concernés par cette question de Khalil, évitons de jeter la pierre sur un gouvernant quelque chose. Merci, je suis là, c'est bon. Ouais. Je sais que tu souffres trop, il va m'arrêter. Hein? L'idée, c'était de te faire souffrir. Non, Khalil, attends. Si tu as souffert, mon objectif atteint. Non, Herman, ça me fait rire, je ne souffre pas. Khalil, pardon. Non, Khalil, attends. Juste une petite doléance. Pour toi, hein, c'est pour toi. Il faut donner des cours d'économie à ton frère Herman. Il va comprendre. Voilà. Sinon, franchement, c'est pas possible. Il a dit donc, est-ce que je peux réagir ou pas? Je peux réagir, mais en fait, ce qu'il voulait faire, écoute-moi, ce qu'il voulait faire, c'est que quand on laisse parler Joanne au moins, et puis, si possible, si dans le cas, Joanne tape d'abord dans le tas. Non, mais là, vraiment, c'est trop fort ce qu'il a dit, donc... Non, vas-y, bon, il n'y a pas de problème. Ok, je fais mon micro. On va passer rapidement. Je vais taper dans le tas, puis on va voir maintenant si Albavi peut réagir. Puis on va faire tourner un peu comme ça. Là après lui, maintenant, tu prends le relais, puis c'est là pour toi. Voilà. Attendez même, il y a monsieur... Mon fils est venu pour moi. Yeah, c'est que c'est chaud ce soir. Joanne, tu es là? Oui, je suis là. Normalement, c'est 5 minutes, mais pour toi, exceptionnellement, va 7 minutes. 7 minutes, vas-y. D'accord, merci, général. Ouais, franchement, Herman qui souvent est tellement concis et, je vais dire, méthodique dans sa prise de parole pour te dire que cela nous compare ce soir le prix, c'est-à-dire les prix d'un pays où le taux d'échange est élevé à celui d'un autre pays où le taux d'échange est moins élevé. Bon, c'est vrai, peut-être que les questions économiques relèvent un peu de la compétence du général Khalil. Donc, je crois que en France, le SMIC, c'est près d'1 million de francs CFA. Et encore... Et en Côte d'Ivoire, non mais parce que... Faut qu'il nettoie un peu. Ça m'a tellement étonné venant d'Herman, ça m'a tellement étonné, mais bon, je vais passer là-dessus. Mais Herman, je vais te rassurer de quelque chose. Hein. Faut savoir que les dernières élections municipales et législatives, là, le RHDP n'a eu que 1 700 000 voix. Les données sont chiffrées. Sur 8 millions d'électeurs. Donc, il faut comprendre qu'il y a une masse de la population qui n'ont pas voté le RHDP et qui peuvent vous sanctionner. Faut te rectifier avant de continuer. C'était pas 8 millions d'électeurs, s'il te plaît.
Faut te rectifier. Si environ on atteint les 8 millions à la dernière RL. On était à 7 millions et quelques. Voilà, donc, faut pas dire, voilà, faut te rectifier. Man, tu as fait les mathématiques, non? Quand c'est 7,6 là, on arrondit au centième près. Ah, vraiment. On n'arrondit jamais. Ce soir. C'est à cause de ça, on dit virgule. C'est à cause de ça, il y a toujours une virgule derrière là. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez eu 1 700 000 voix. C'est ce que vous ne dites pas aux gens. En fait, parce que derrière vos chiffres là, non, on a eu 96% des voix, on a eu 32 sièges, on a eu toutes les régions. Mais vous oubliez de passer dans le fond. En fait, c'est ce qui est déplorable avec le RHDP. C'est-à-dire, certes, vous avez des chiffres, hein, des chiffres mirobolants. À entendre parler, on se dirait, waouh, mais quelle avancée. Sauf qu'au-dedans, on se rend compte que mais c'est la parité. Regarde par exemple le taux de, je crois, le taux de chômage. Le taux de chômage, on nous dit aujourd'hui que le taux de chômage a baissé. Mais il y a, je crois, Ernest Guébo, je sais plus trop, le vice-président de ADCI, qui nous a fait une démonstration pour montrer en fait que par rapport à l'évolution de la population, le même nombre de chômeurs qui étaient restés en 2010 là, c'est le même nombre de chômeurs qui est encore pendant en 2025. Voilà, au-delà de toutes les avancées, de tout le chiffrisme que vous sortez, vous me direz que oui, mais ça fait encore plus de personnes employées, oui. Sauf que les mêmes taux là que vous employez toujours ont tellement dans leur fond des choses qui ne relèvent même pas de la réalité économique et sociale de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est ce qui est un peu déplorable parce que le chiffrisme que vous faites là, en réalité, dans le fond, ce n'est que, je veux dire, de la poule de pépin. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails de mes chiffres que j'ai abondamment ce soir aussi. Voilà, pour contrecarrer quand même tout ce chiffrisme et sous le bilan qui est prétendu être inattaquable. Je vais essayer de passer sur un peu l'essentiel, l'essentiel pour attendre le prochain tour de parole et revenir un peu sur des questions vraiment thématiques avec le RHDP. Parce que depuis près de 15 années, le RHDP nous a fait miroiter des choses et ils nous ont fait croire que leur bilan était vraiment le meilleur bilan et que c'était le bilan le plus inattaquable. Alors que hier, sur ce panel même, je disais que la précarité de l'emploi aujourd'hui en Côte d'Ivoire est de plus de 73%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré tous les emplois que le RHDP dit avoir créés, quand vous prenez 100 Ivoiriens, sur les 100 là, 73 Ivoiriens ont un emploi instable. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas se projeter dans le temps et dans l'espace avec cet emploi-là qui est stable. Donc en fait, c'est tout ce bilan-là qui nous fait penser aujourd'hui que en réalité, les chiffres que vous nous brandissez sont que de la poudre de pèlepimpin. Alors, vous voyez, il y a un rapport du PASEC qui disait qu'en réalité, plus de la moitié des enfants qui vont en 6e en Côte d'Ivoire ne savent ni lire ni écrire. C'est-à-dire qu'ils ont des difficultés à lire et à écrire. Alors qu'on nous a dit, et on nous vend sur tous les plateaux télé, qu'on a construit plus de 600 collèges et lycées. Mais en réalité, quand vous regardez dans le fond, ben il n'y a rien. C'est aussi ça. La situation sanitaire, pareil. Vous partez dans tous les hôpitaux, on vous dit non, un médecin pour combien de kilomètres. Mais en réalité, quand vous partez dans les hôpitaux, mais c'est la démagogie. On a vu avec l'affaire Alassane Keïta récemment. Je pense bien que ce chiffrage que le RHDP nous attend, je vais dire, pointé du doigt comme étant son élément de bataille et son cheval vraiment gagnant, démontre aujourd'hui ses faiblesses. Parce que au fur et à mesure que nous rentrerons dans le débat politique, surtout à l'approche des élections, là, on va parler de votre bilan. Ne vous inquiétez même pas. On a beaucoup à dire. Sauf qu'on a des questions tellement majeures auxquelles on doit vraiment vider notre saisine. C'est pourquoi on s'attarde encore sur des petites futilités. Sinon, nous, on vous demandera à vous aussi quel est votre programme sur les 5 prochaines années, puisque le RHDP, quoique le président Alassane Ouattara ne se représentera pas, mais en tout cas,
vous avez votre programme, parce qu'on parle de bilan, nous on n'est plus dans le passé, hein. Votre bilan là, il est tellement attaquable, et si vous voulez, on va faire le débat des chiffres. Voilà. Mais ce que je veux dire là, c'est que dans le fond, ce chiffrisme là ne révèle en rien la réalité socio-politique de la Côte d'Ivoire. Et pour finir vraiment, je dirais simplement que les élections de 2025 approchent à grands pas. Le RHDP doit revenir à sa coquille. Le RHDP doit se rendre compte que finalement, l'opposition commence à prendre de plus en plus de la valeur. Le RHDP doit entendre ce qu'on dit. Et finalement, le RHDP doit enlever tous les verrous qu'il a mis sur la route pour pouvoir freiner le chemin des gens. Comment vous prenez une... Attendez, regardez. Il y a déjà la question du parrainage. Encore la question de la caution. Franchement, c'est-à-dire qu'il y a 2 obstacles à la route vers la présidence de la République. Il faut payer 50 millions. Quelqu'un qui paye 50 millions, là, c'est une candidature fantaisiste qu'il va venir faire ou prôner. Franchement, je pense que vraiment, il y a vraiment un problème au niveau du RHDP. Vous dites à vous écarter les candidatures fantaisistes. Vous augmentez le montant de la caution. Malgré ça, vous venez encore parler de parrainage. Et le parrainage, on va en parler dans ma prochaine prise de parole. En fait, je vais m'arrêter là déjà pour planter le décor. Parce que je suis allé un peu dans tous les sens, effectivement, pour vous donner du grain à moule. Et je suis là. On va faire le débat. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que... J'avais dit normalement que c'était à M. Albavi de réagir. Tout à l'heure, on va avoir son temps de parole. Mais rapidement, en 1 minute, rapidement, il y a M. Diomandé qui veut faire une motion. Ça ne va pas durer, donc normalement, bon. Attends, normalement, il devait attendre son tour de parole normalement, mais bon. Je voudrais normalement réagir au propos de Herman. Non, après Albavi, c'est à toi de parler. Tu vois, après M. Albavi, c'est à toi de parler normalement. Et puis pour toi aussi, il y a mauvaise que là. Tu parles depuis là une note, hein. Tu sais que tu dis une note. Alors, mais ce qui me... Excusez-moi, en fait, ce qui me plaît un peu, c'est M. Bansi. Depuis il est monté, il n'a pas ouvert son micro, il n'a pas réagi, pas d'émotion. Donc ça me gêne un peu, malheureusement, ça me gêne un peu. Donc, je sais pas. Eh bien, M. Bansi est là, M. Bansi. Si vous faites une motion, en attendant le temps d'avoir la parole, je ne sais pas s'il est là. Il dort. Non, monsieur Demandé, allez-y, monsieur Demandé, pour la motion. D'accord. Merci beaucoup, Khalil. Comment on appelle bon, tout à l'heure, Johan, il était un peu dans sa condescendance là. Bon, voilà, dans sa critique, disons, dans le déni. Mais moi, je veux savoir, il s'est basé, je crois, que sur les chiffres donnés par le RADP pour étayer ce qu'il est en train de faire. Bon, monsieur Guébo, le président pas le président, le porte-parole de ADC qui était sur NCI, est-ce que tu peux dire au moins, c'est ici sur le panel, il avait affirmé que la population était à combien, comment on appelle, en 2011, pour pouvoir donner 12 millions dire que oui, la pauvreté, il y avait 12 millions de personnes, effectivement, qui étaient prises en charge ou bien qui étaient éradiquées de la pauvreté. C'était ça ma question. Evan, rapidement. Non, je vais répondre à la prochaine prise de parole parce que, franchement, je pense que s'il a écouté hier NCI, M. Guébo a fait la preuve et il a bien illustré ses dits. Mais maintenant, s'il veut qu'on rejoue la vidéo... Il dit que la population était à combien? La population était à combien en 2011? Parce que c'est à partir de là qu'on peut connaître le taux de pauvreté. On peut connaître le taux de pauvreté dans un pays. Lui, M. Guébo, il a dit que la population était à combien, selon toi? Parce que moi, j'ai entendu 29 millions d'habitants. Non, tu vois, Diomandé, donc tu n'as pas écouté. Hein, fais circuler la parole et puis on va te répondre. Tu n'as pas écouté. Parce que M. Guébo faisait un ratio. Il disait que vous dites que le taux de pauvreté, le taux de pauvreté a
comment on appelle ça, bon, je vais dire abaissé par rapport aux années. Donc, M. Guebo a fait une démonstration simple. Il a dit qu'en 2010, on était à un taux, je crois, de 35 ou je ne sais plus, 50. Bon, 55, voilà. 55, voilà. Il n'a pas suivi, en fait. Les gens n'ont pas bien suivi, donc c'est pas grave. Hein? Non, Khalil, tu ne peux pas me dire ça. Comment ça, je n'ai pas suivi? Je peux pas retenir textuellement ce qu'il a dit. Mais il a fait une démonstration. Tu n'en sais rien, tu n'en sais rien, tu rentres, tu es condescendant sur le panel, et puis tu es en train d'infliger vraiment voilà, la démonstration même, tu ne sais même pas. Comment il a fait la démonstration? Bon, il a fait une démonstration. On va te demander, tu ne vas pas. Mais laisse-moi parler. Tu vas pas le savoir. Laisse-moi parler. Voilà, la vidéo même, elle est là, elle est devant moi. Gebo a été recadré même par les deux ministres. Il a été recadré. Il n'a pas été recadré. Le ministre... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez la motion en fait à Attendez, une question à Khalil. Le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire était combien? Boudignon. 35%. Voilà. 45%. Non, 35%. Voilà, c'est ça. Et l'ancien taux se situait entre 50, un peu dans la 50. 46%. Et 56%, pardon. 50, non, l'ancien taux 56%. entre 50 et quelques. Merci, Albavi. Merci. Ok. Merci. Okay. Donc, quand il a fait le ratio par rapport à la population de 2010, là, et par rapport à la population de 2025, on trouve que le même nombre de pauvres, là, c'est-à-dire autour de 12 millions, si j'ai bonne mémoire, ce même nombre de pauvres-là est aussi répercuté en 2025 avec le même chiffre. C'est-à-dire que le chiffre n'est pas descendu d'un iota. Vraiment, c'est pas la peine. Voilà ce que M. Guebo a dit. Maintenant, eux, ils vont nous dire, bien sûr, qu'il faut regarder aussi par rapport à la population, le nombre de personnes qui sont sorties de la pauvreté. C'est bon, les gars, s'il vous plaît. Laissez en fait des gens plus parce que en fait, manifestement, en fait, je ne sais pas comment on va. Faut avancer. Voilà, faut avancer. Il a laissé ma motion. Ce que je voulais dire, c'est seulement vous dire que voilà quelqu'un qui dit corriger quelqu'un en mathématiques et puis en matière de calcul, lui-même, il ne peut pas calculer quelque chose en pourcentage. C'est compliqué. Hein? Non, mais Khalil, pardon, laisse-moi réagir rapidement, puis je vais dormir, s'il te plaît. Viens, attends, on va réagir aussi. Ouais, mais bon, attends, s'il te plaît, Khalil, parce que Herman a dit beaucoup de choses, on va parler un peu, puis on va... Parce qu'il est 1h du matin chez moi. Bitignon, c'est toi-même, je veux que tu m'écoutes même. Pardon. Attends, juste 5 minutes seulement. Laisse-moi, s'il te plaît. Parce que après, Al-Babi va m'insulter, il va rester là, quoi. Non. Après, ils attendent de parler. Tu vois, non? Donc, calme-toi un peu. Vas-y. Frère Al-Babi, vas-y. Ok. Je me remercie pour ma patience. Je pense qu'on a ici un bon panel et Dieu merci, l'ambiance est bonne. Merci à tout le monde sur le panel. Moi, je vais revenir sur les propos qu'on avait entamés. Parce que Johan, il a pris la parole, il est allé dans tous les sens. Donc, pour ne pas gaspiller mon temps, je ne vais pas revenir sur ça. Le doyen Bitignon avait dit que M. Stanislas Zézé avait dit que 95% de la richesse était produite par les entreprises étrangères. Non, moi-même j'ai écouté, il a dit 95%. C'est dans un podcast. Moi-même j'ai écouté. Il a dit 95%. Moi, j'affirme ça. Je suis un fan. Et je confirme, pardon. Je suis un fan de Stanislas Zézé, je confirme ça. Il a dit ça 2 fois même. Si tu veux, je peux t'envoyer les vidéos. Mais je n'ai jamais vu de rapport concernant cela. Il te dit que il y a beaucoup d'avantages à ce que les entreprises étrangères viennent travailler en Côte d'Ivoire et produire de la richesse. Et vu que nous sommes dans un pays en développement, je préfère te dire que tous les pays en développement passent par ce genre de processus. Aujourd'hui, là, quand les investisseurs viennent investir dans ton pays, cela émane la stabilité du pays. Aujourd'hui, quand les investisseurs viennent investir dans ton pays,
il y a le transfert de technologies. Ça signifie quoi? Aujourd'hui, il y a Johan et Bitignon qui sont à l'étranger là-bas. C'est pas sûr que vos enfants viennent ici, alors qu'ils vont acquérir des qualifications dans les pays étrangers. Quand les entreprises étrangères viennent travailler en Côte d'Ivoire, c'est de la technologie que ces entreprises-là envoient. Personne ne pourra me citer ici une entreprise ivoirienne qui peut construire un stade comme le stade des Bimpe. Personne ne peut me dire ici une entreprise ivoirienne qui peut construire aussi les métros comme ce que les gens sont en train de faire. Donc il faut des multinationales pour venir faire pour nous apporter ces genres de technologies. Et cet apport-là est fortement bénéfique à tout le monde. Parce que les gens qui viennent travailler sur ces chantiers-là, à la fois, ils travaillent sur ces chantiers, ils transmettent des compétences sur ces chantiers-là et ils enseignent dans nos écoles. À l'université, tu vas voir aujourd'hui, sur ces nouvelles technologies, il y a les filières qui se créent. Et ça nous permet de produire une main-d'œuvre qualifiée. Donc, ce n'est pas péjoratif quand on parle de ces genres de choses. 95%, on peut dire, Johan, il a dit tout à l'heure que, que la main-d'œuvre n'est pas qualifiée, les emplois ne sont pas stables. J'oublie un peu son thème. Mais quand les gens viennent travailler là, c'est de l'emploi qu'ils créent. Ils viennent pas avec toute la main-d'œuvre. Ils viennent seulement avec des gens qui sont sous-qualifiés, qui viennent transmettre cette technologie-là à de la population ivoirienne. Je prends le cas de l'éolienne et des énergies renouvelables, par exemple. Aujourd'hui, la plupart, on ne voit plus les Chinois et les Indiens nous vendent des panneaux solaires. Partout, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Burkina, aujourd'hui, là, les couveuses et les panneaux solaires, là, ce sont les Ivoiriens, les Africains même qui fabriquent cela aujourd'hui. Mais cette technologie-là ne provient pas de l'Afrique. Ça provient d'ailleurs. C'est parce que les multinationales sont venues travailler chez nous qu'aujourd'hui, on a accès à ces technologies-là. Bon, mon temps est bon. Vas-y. Viens de encore une minute, vas-y. OK. En plus de tout cela, quand les multinationales viennent travailler chez nous, c'est de la chaîne de valeur. Voilà, ça nous permet d'avoir de l'accès aux marchés internationaux parce que ça nous rend plus crédibles vis-à-vis vis-à-vis sur le plan mondial, au fait. Ça nous rend plus crédibles sur le plan mondial et ça nous permet d'avoir des fonds. Quand le président, vous dites que le président, ça va s'endetter là, c'est parce que on estime qu'il va bien travailler avec cet argent-là. Et l'argent qui est les dettes, tout à l'heure tu as parlé des dettes, je vais t'expliquer qu'il y a plusieurs formes de dettes. Avant que nous on arrive, c'est la première fois après le président Houphouët-Boigny que nous sommes dans la dette d'investissement. Tous les régimes qui sont passés, on était plus dans la dette de consommation. C'est-à-dire la dette de fonctionnement. La dette de fonctionnement, c'est quoi? Je t'explique. C'est-à-dire les institutions qui sont dans nos États là. Comment on fait pour payer les salaires? Comment on fait pour rendre les populations plus heureuses, payer les chefs du village et autres. Voilà, tout ça là, ça fait partie de la dette de fonctionnement. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un processus où la dette d'investissement dépasse plus la dette de consommation. Et quand la dette d'investissement dépasse la dette de consommation, ça veut dire qu'il y a de la richesse qui est produite. Et quand cette richesse-là est produite là, c'est ce qui nous rend plus crédibles. Et aujourd'hui, nous sommes à un taux de vers 59%, on n'a pas encore atteint les 79% du rapport entre les dettes et le PIB. Ça veut dire que nous sommes encore dans une bonne marge. Tout à l'heure, Khalil, c'est pour cela que j'ai dit à Khalil qu'il a tout dit. Il a tellement épilogué, tellement bien détaillé tout ce qui concernait la dette que sur le plan économique, je n'ai pas grand-chose à dire. Donc j'ai fait mon effort pour rester un peu dans le temps, Khalil. C'était un peu ça ma prise de parole. Donc, Doyen Bitignon, je t'ai expliqué un peu. Parce que tout à l'heure, en fait, j'ai mis 5 au lieu de 7. Donc, vas-y. OK. Donc, Doyen Bitignon, j'étais en train de t'expliquer que quand on ne comprend pas un processus, tout à l'heure, tu as dit que j'allais t'insulter. Moi, mes prises de parole, c'est jamais basé sur les invectives. Voilà. Je ne suis pas dans les diatribes, je suis toujours dans le concret et avec les preuves. Je t'apporte tout ce que tu ne vas pas comprendre. Moi, je vais t'apporter des arguments et des preuves. Voilà. Si tu me demandes la source de tout ce que je t'ai dit, je vais t'indiquer tout ce que je t'ai dit. Ça provient de sources très sûres. Et toi-même, tu vas vérifier toi-même. Donc, concernant la dette, quand on s'endette, quand le président actuel il s'endette, c'est pour réaliser
des infrastructures. C'est pour réaliser des infrastructures, c'est pour améliorer la santé, c'est pour améliorer l'éducation, c'est pour améliorer tout ce qui va favoriser le développement de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, là, vous êtes allé dans tous les sens, Joanne est allé dans tous les sens et il nous a dit, il y a certains mecs qui ont parlé de 4e mandat et tout. Mais comment quelqu'un qui a pu réaliser tout ça, même vous-même, dans celui qui cite son village, on va faire des recherches et lui ressortir les développements qui sont réalisés dans ces villages. Tout le monde ici a un village. Ça veut dire que c'est toute la Côte d'Ivoire, c'est toute la nation qui est impactée par ce développement-là. Personne ne peut le nier. Aujourd'hui, vous êtes en Europe. Quand vous quittez l'Europe, vous venez ici à la recherche d'emploi, vous n'êtes pas dépaysé. Parce que les mêmes technologies que vous avez là-bas, peut-être que vous ne serez pas dans les mêmes conditions, mais les mêmes technologies que vous avez là-bas, vous les retrouvez ici aujourd'hui, jusqu'au fond, au fin fond de vos villages. Aujourd'hui, il y a la fibre optique. Que ce soit même dans les villages, c'est arrivé dans les contrées les plus lointaines. Vous voyez, tout ça, c'est le développement. Aujourd'hui, quand vous regardez dans la sous-région, la Côte d'Ivoire est le leader en matière de technologie et en matière d'avancée. Personne ne peut se comparer à nous. Voilà, merci beaucoup les gars. Vraiment, le gars de RHDP, je suis fier de vous. Bétignon a beaucoup écouté. Il dit qu'il a beaucoup souffert. Donc on va voir maintenant sa réaction. Il va parler, mais il va parler. Non, mais en fait, ce que moi j'adore chez vous, ce que j'adore chez vous, c'est que vous racontez des belles histoires. C'est votre point fort. Vous avez des belles histoires. Voilà quelqu'un qui prend la parole et qui me dit que en Côte d'Ivoire, on assiste à un transfert de technologie. Un pays qui est sous-développé, où la dette est faramineuse. Et on nous dit qu'il y a un transfert de technologie. Point. Et il y a d'autres aussi qui prennent la parole, qui comparent le niveau de vie d'un pays industrialisé et un pays en voie de développement. Bon. Et nous, on est sur ce panel, on écoute ça. Nous qui avons un certain niveau là, on écoute ça. Et toi, Khalid, tu dis que les gens du RHDP, tu es fier d'eux. Toi, l'économiste. Bon, je suis un peu déçu. Frère, en 2024, le Fonds monétaire international a octroyé une rallonge budgétaire de 4 000 milliards à la Côte d'Ivoire. Ne serait-ce que pour ses dépenses de fonctionnement de l'État. Alors toi, tu me dis à moi que l'État de Côte d'Ivoire prend une dette d'investissement. Bien, ok, je veux bien. Mais en 2024, le Fonds monétaire international a octroyé 4 000 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour ses dépenses de fonctionnement. Et dans la lettre d'information de ce prêt, le Fonds monétaire international a stipulé ceci. Nous, on veut bien vous donner les 4 000 milliards sans aucun problème. Il va falloir que vous arrêtez de subventionner vos énergies. Parce que le Fonds monétaire international, quand il te donne un crédit, c'est pas cadeau. Voilà, il y a une légère contrepartie. Voilà, et la contrepartie, frère, c'est d'arrêter de subventionner, par exemple, l'électricité et toute l'énergie. Ce qui a pour conséquence l'augmentation du prix de l'électricité. Ça, tu le sais pas. Bon. Et toi, tu me dis que il y a un transfert de technologie. Ok, je te prends juste un exemple. Le fameux métro de Côte d'Abidjan, un très beau projet industriel. Je répète, un très beau projet industriel. C'est un projet clé en main qui est distribué à la Côte d'Ivoire par la Caisse des dépôts de consignation. Bon, si tu ne sais pas ce que c'est le Trésor français. Voilà. Et quand tu regardes dans le projet, il n'y a pas une seule entreprise ivoirienne. Bon, tu vas peut-être me donner une information que je ne sais pas, mais le projet, c'est un projet clé en main qui est déposé en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que les rames, bon, je ne connais pas d'entreprises françaises qui peuvent construire des rames à part Alstom ou Bombardier. Bombardier, c'est le concurrent de Alstom. Bombardier étant canadien, Alstom étant français. Tu comprends? Voilà. Je ne sais pas qui va faire la maintenance de ce métro, pas Keolis. Keolis, qui est une société française. Voilà. Même la billetterie de ce métro sera gérée par Colas Rail. Colas Rail, qui est une filiale du Bouygues. Et toi, tu me dis que l'apport des entreprises étrangères en Côte d'Ivoire est bénéfique pour l'économie ivoirienne. Frère,
Moi, tu ne peux pas me dire ça à moi. Tu peux dire ça à d'autres personnes. Je répète et je le dis. Aujourd'hui, tout à l'heure, tu as donné le chiffre 95% du PIB ivoirien est composé d'entreprises étrangères. Les multinationales, là, d'abord, elles ont un fonctionnement en matière de fonds de pension en général, mais elles sont gérées par ce qu'on appelle un conseil d'administration. Voilà. Et quand le conseil d'administration prend des décisions, c'est généralement pour les actionnaires. Et les actionnaires, par exemple, moi, Goutignon, si j'ai 3 milliards de dollars à mettre dans une entreprise comme Sitaraï, par exemple, j'attends que Sitaraï me remette mes dividendes. Voilà. Donc, tous les dividendes là que les entreprises ivoiriennes, enfin les multinationales en Côte d'Ivoire génèrent, ces dividendes là, est-ce que ces dividendes sont réinjectés dans l'économie ivoirienne? Là, c'est la question. C'est pas le cas. Et à court terme, c'est très dangereux pour une économie. Raison pour laquelle on vous demande de rééquilibrer un peu cette balance en augmentant l'investissement interne pour pouvoir créer plus d'emplois. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit qu'ils ont créé près de 25 000 emplois, 25 entreprises en Côte d'Ivoire. Bien, ok. Bon, moi, j'ai pas ces chiffres. Voilà. Mais quand vous regardez, par exemple, mais moi, je regarde un peu la factualité des choses. Non, je chute. Non. Attends. Mais attends, tu vas me perdre. Le frère Albavi veut faire juste une motion de 30 secondes. Non, je vais finir. Ils vont faire leur motion. Laisse-moi finir. Voilà. Moi, je suis dans la factualité, Khalil. Au mois de mars dernier, mars 2025, il y a eu le forum de l'emploi en Côte d'Ivoire. Le forum sur l'emploi. Et dans ce forum de l'emploi, les chefs d'entreprise ivoiriens ont donné un rapport au ministre Mamadou Touré qui va sur des panels ou bien sur aller insulter les autres candidats. On lui a donné le rapport. Les postulants aux différentes entreprises n'ont pas le code professionnel. Ils n'ont pas le comportement adéquat. En clair, l'école ivoirienne, la formation ivoirienne n'est pas en adéquation avec les besoins des entreprises. Ça a été mentionné. Un chiffre encore que je donne à mon frère Albavi. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous avez à peu près, grosso modo, 300 000 personnes qui sortent de l'école de la formation. Or, le gouvernement ivoirien à l'époque, M. Alassane Ouattara, avait promis de créer près de 1 million d'emplois chaque année. Au bas mot, il y a à peu près 40 000 emplois qui sont créés chaque année en Côte d'Ivoire. On a un gap. Voilà. Ça veut dire que là, aujourd'hui, quand on rentre dans la réalité des chiffres, voici le bilan du RHDP. Et toi, tu me dis, si sur un panel, qu'il y a un transfert de technologies en Côte d'Ivoire. Waouh. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de construire des stades. Aujourd'hui, on est capable de construire des métros. Bon, je ne sais pas comment tu vas m'expliquer ça, mais bon, moi, je veux que tu tempères un peu la magnificence du pouvoir RHDP. Voilà. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai posé la question à Khalid, il est rentré dans tous les sens, il ne m'a pas répondu. Quelle est la stratégie pour équilibrer le budget, pour augmenter les ressources de l'État en Côte d'Ivoire? Khalid dit qu'ils vont élargir l'assiette fiscale. Ok, très bien. Comment vous faites pour élargir l'assiette fiscale? D'autant plus que lui-même, il a dit tout à l'heure que 80% de l'économie en Côte d'Ivoire est de façon informelle. Comment vous faites? Quels sont les leviers que vous mettez en place? Ça, personne n'en parle. Voilà. Et puis, même sur le plan politique même, tout à l'heure, quelqu'un m'a sorti des choses sur la nationalité, le code de la nationalité, mais bon, il a été dans tous les sens. Voilà. Il s'est pris pour un juriste, mais bon, il y a des choses qu'il ne maîtrise pas trop, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. On vous dit, pour chuter un Khalid, je ne vais pas être trop long, on vous dit, en droit par exemple, la situation juridique d'un individu est matérialisée toujours par un acte administratif. L'exemple le plus simple, terre à terre, pour ne pas être trop technique. Quand tu mets ton enfant au monde, là, dès qu'il pousse son premier cri, là, il acquiert des droits.
Et pour matérialiser ça, c'est son acte de naissance. Tu comprends? Voilà. Donc, quand quelqu'un perd un acte, une situation juridique, ça doit être matérialisé. Vous nous dites que non, c'est imaginaire, c'est l'article 48 est de façon automatique, tu perds la nationalité de façon automatique. Bon, quelle est cette loi, cette règle de droit qui ne matérialise pas, qui ne donne que des obligations? Dernier point, et je chute, au niveau de la gouvernance, frère, moi je vous invite à plus d'humilité. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle la constitution elle-même là, elle n'est pas tout à fait respectée. Bon, c'est-à-dire, quand on va pas, il y a tellement de choses à dire que on n'a pas le temps malheureusement. 12 juin 2024, je donne des dates, hein, toujours. 12 juin 2024, une ordonnance du gouvernement de Côte d'Ivoire, une ordonnance qui a été prise sans loi d'habilitation pour réglementer la société civile et les cultes et les associations. Je vous invite à aller lire cette ordonnance. Elle est publique. Et vous allez me dire quels sont les droits que cette ordonnance donne à la société civile. Il n'y en a pas. Vous voyez, c'est cela que nous voulons changer dans cette nouvelle Côte d'Ivoire. C'est vrai, le président Ouattara, il a fait du bon boulot. Hein. Il a sécurisé le pays parce que il n'y a pas de souci. Mais nous disons simplement que il est possible d'avoir une autre politique économique, une autre politique sociale et même une autre politique tout court. Voilà, en mettant l'humain au centre des préoccupations. Voilà, parce que la vie humaine là, elle est sacrée. Tous nous sommes des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde et chacun a le droit d'avoir ses idées pour faire avancer le pays. Et puis, rester éternellement au pouvoir, ce n'est pas bon pour une démocratie. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole, Khalil. Je ferme mon micro. Normalement, il y a des motions pour toi, mais en fait, après ça, il y a une motion. Ouais, bah, Khalil, est-ce que moi je peux parler un peu? Khalil, je dois parler, je dois faire ma motion d'une minute. Hein. Ouais, mais moi je n'ai pas encore fait des paroles. Je sais. Normalement, après mon fils, ça va être toi. Donc, le Phoenix, faut te calmer. Normalement, enfin, il a fini de parler tout à l'heure, c'est monsieur Morphus. Mais comme lui, tout à l'heure, il y a des motions, donc on va les écouter rapidement et puis donner le temps de parole de Morphus. Donc motion d'abord, on commence d'abord par Eman Albavi, et puis, qui encore, je ne sais pas là. Ok, donc, vas-y. Ok, d'accord, merci beaucoup. Butignon, pour ton information, il a été créé une société ivoirienne de construction du métro pour te confirmer la question du transfert de technologie. Si tu n'es pas au courant, va t'informer. Tu ne sais rien de ton pays, il te dit qu'il faut t'informer d'abord avant de... Elle s'appelle comment la société? Sigma. Ok, d'accord. Vas-y, voilà. Continue. Donc, tu vas t'informer. Au fait, il faut t'informer sur ton pays. Hein, avant de venir t'étaler sur les panels. Tu sais rien de ton pays, tu veux parler de ton pays. Et je me réjouis que... donc c'est Sigma, excuse-moi. Oui, il faut taper Sigma. Va taper Sigma. Non, tu vas avoir accès à leur site directement. Sigma, ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont gérer dans Mon la partie du projet? Mon frère, va t'informer. Voilà, tu vois. Il faut aller t'informer. Voilà, tu vois, non, tu as vu. Tu sais souvent là. Tonton Boutignon. Ça sert à rien de dire des choses. Non, mais tonton Boutignon, il faut aller t'informer. Non, ça sert à rien de dire des choses. Vous refusez d'apprendre. Au fait, non. Mais attends, Herman, attends. Non, attends, Herman. Tu sais, moi, attends, je vais te dire quelque chose. Mais est-ce que tu savais qu'il y a une société qui avait été créée pour la ligne du métro, pour la construction du métro? Et tu savais ça? Voilà. Tu me dis. Herman, c'est une filiale de Bouygues. Tu fais ça. Attends, Johan, s'il te plaît. Herman me dit à moi. Herman. Une filiale de Boeing, où ça? Ou une filiale de Boeing qui a été créée où? Bon, il a dit Herman. Il y a une filiale de Boeing qui a été créée où? Non, Herman, laisse ça, faut laisser ça. Non. Herman, s'il te plaît. Butignon. Je te pose ma motion d'abord. Je n'ai même pas fini ma motion, tu ne veux pas. Non, je vais apprendre. Non, mais laisse-moi finir, et puis tu vas... Pas de question. Attends d'abord, tu as fini de parler tout à l'heure pendant 10 minutes. Ah, tu as fini de parler, laisse-moi finir. Laisse d'abord faire des motions, puis après tu vas répondre à toutes les motions. Donc, d'abord, c'était pour dire ça. Quand vous dites qu'il n'y a pas de transfert de technologie, moi, je comprends que lorsque
on doit faire des travaux dans un pays et qu'on vient créer une société dans le pays avec une dénomination, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont travailler là-bas qui ne seront pas forcément des personnes qui viennent d'ailleurs. Et tout ce qui va se faire là-bas, il y a une nouvelle compétence qui va s'acquérir là. Ces personnes qui vont travailler là-bas, c'est des Ivoiriens qui vont travailler, même si vous voulez dire que c'est une filiale de Boeing qui va exister en Côte d'Ivoire, qui va embaucher des Ivoiriens, qui va employer des ingénieurs ivoiriens qui vont travailler là-bas. Et c'est ce qui est fait. Tous les ingénieurs travaillent là-bas. Là. Il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens. Mais tu nous dis qu'il y a un rapport de, comment on appelle, après une dernière truc là, forum de quoi là, de l'emploi qui dit que qui a raconté des trucs là. Est-ce que tu peux nous montrer le lien? On va aller télécharger ce rapport là pour lire aussi. Pour voir. Maintenant, pour terminer, je te reviens encore sur la question de l'article 48. Bitignon, je te dis, l'article 48 est clair. Et il n'y a même pas de problème. L'article 48 là, tu finis de lire, tu lis l'article 50, tu dois être rassasié. Parce que quand tu dis que en juridiction, là, dans le droit, là, tout est matérialisé par une notification papier, quoi, oui, c'est pas ce que tu as dit. Non, mais je répète ma phrase, non, Herman, pour que tu comprennes. Voilà, j'ai dit, non, j'ai dit en droit, une situation juridique est toujours matérialisée par un acte administratif. D'accord. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. C'est ce que tu as dit, non? C'est bel et bien ce que tu as dit. Mais dans le cadre du code de la nationalité, dans le cadre de l'article 48 du code de la nationalité, mais c'est la loi aussi qui est là. C'est le droit aussi qui est là. Dans cette exception, cette même loi-là te dit que la personne qui acquiert une autre nationalité étrangère, hein, perd la nationalité ivoirienne dès l'acquisition. Ils n'ont même pas dit que c'est notifié par papier. C'est la loi qui dit, c'est la loi qui a précisé ça. C'est constitutionnel. C'est clair. Donc toi, tu ne peux pas venir nous dire que ça n'a pas de sens. Et que obligatoirement, ça doit être matérialisé par quelque chose que ce n'est même pas écrit dans la dite loi. La loi dit et la loi précise. Sur tous les plans. Même pour les certs de naissance, on te dit ce que tu dois faire. N'importe quel acte juridique que tu dois faire là, on te dit quels sont les différents processus et c'est écrit noir sur blanc. Les notifications des décisions de justice sont toujours notifiées noir sur blanc. Donc, là, pour dire que grand frère Bitignon, moi, sincèrement dit, tu es un grand frère, vraiment, c'est un bon plaisir d'échanger avec toi. Hein. Moi, je te trouve vraiment très intéressant. Mais tu nous permets aussi de beaucoup réfléchir. Mais moi aussi, je voudrais t'inviter, comme j'ai dit tout à l'heure, là, il faut chercher à connaître ton pays et discuter concernant ton pays. Ok, Herman, Herman, je connais très bien la Côte d'Ivoire. Motion, hein? Mais, non, oui, mais je vais répondre à sa motion en 10 secondes. Non, tu as parlé, laisse-nous parler aussi. Laisse-nous faire une motion. Bon. S'il vous plaît, calmez-vous. Il y a Albavi, rapidement, l'émotion là. En fait, c'est vrai que Herman, en fait, il est modérateur, c'est pourquoi je n'ai pas dans sa motion. C'était un peu long, c'est vrai. Mais... Donc, Albavi, rapidement, pour que. Ok. Doyen Bitignon, tout à l'heure, tu parlais de transfert des technologies. J'estime que tu n'as pas respecté mon intervention. Donc, je vais baisser le niveau. En termes de transfert des technologies, je t'ai parlé des énergies renouvelables. La dernière fois, dans une intervention de l'honorable Assali Tiomoko, il a dit qu'il avait sous-traité un marché où les lampadaires avec les panneaux solaires, il devait installer ça à Tia-Salé. Il a sous-traité ça avec des Indiens, une entreprise indienne. Et quand ils sont arrivés, le contrat qu'ils ont signé, c'était qu'ils forment des acteurs locaux, des jeunes qui étaient dans sa localité. Et quand ils ont formé ces jeunes-là, après le premier marché avec l'entreprise indienne, les marchés qui ont suivi là, ce sont les enfants les jeunes qui avaient travaillé avec cette entreprise-là qui ont commencé à travailler dorénavant. Et jusqu'à présent, c'est avec ces jeunes-là qui sous-traitent. Et ces jeunes-là sont 10 fois moins chers que cette entreprise indienne. Ça, c'est un transfert de compétences. Au niveau de l'agriculture déjà, je te reprends encore. Il y a une nouvelle technologie qu'on appelle l'hydroponie. L'hydroponie, ça fait partie de l'agriculture hors sol. L'agriculture hors sol, ça nous permet de produire plus, mais en utilisant des terreaux, c'est-à-dire sans utiliser la terre. Et encore, ces entreprises
nous emmène les OGM. Les OGM, on les appelle les organismes génétiquement modifiés. Ça, je te l'enseigne. Au niveau de la santé, les scanners qu'on nous envoie aujourd'hui, là, on n'avait pas de scanners à votre temps. Les scanners qu'ils sont en train de nous envoyer, là, ces scanners-là, on n'a pas une discipline ici, nos médecins ne peuvent pas utiliser. Donc, il faut des entreprises, il faut des gens pour former ces médecins-là à pouvoir bien les utiliser pour soigner les parents de Gbitignon. Dans la construction, il y a les nouvelles technologies qui arrivent, on appelle ça le BIM. Le BIM, là, ça ne provient pas de l'Afrique, ça provient de l'Occident. Donc, ces technologies-là sont utilisées par nos parents grâce au transfert de technologies. Ok, je respecte mon temps. C'est quoi le BIM, Balvi? Excusez-moi. Attends. Il y a Joanne qui a fait la notion. Non, mais Khalil, toi aussi. Aïe, il faut respecter mon intelligence. C'est quoi le BIM? Il n'a qu'à expliquer le BIM. Non, s'il vous plaît. En fait, c'est parce que les frères sont avec toi. Attends. Non, c'est pas. Écoute-moi. Les frères sont tous gentils avec toi, c'est pourquoi. Sinon, normalement, c'est même pas un débat à faire. Non, mais il n'a qu'à expliquer le BIM. Moi, je ne sais pas ce que c'est le BIM. D'accord. Oui, qu'est-ce que c'est que le BIM, effectivement? Moi, je vais savoir. Je ne sais pas ce que c'est le BIM. Excusez, écoutez-moi aussi. Franchement, n'importe quoi. Voilà, ok. Donc, Gbitignon, ça c'est pour ton information. Ça, pour je m'en fous, mais je pense que c'est quelqu'un, bien. Tu veux tout à l'heure, on parle et puis taper. Tu sais, il y a des débats qu'on peut faire souvent, c'est intéressant. Après, on critique, on apprend chacun. En économie, là, le moyen par lequel on parle de transfert de technologie, le savoir-faire, c'est via les IDE, investissement étranger. Donc ça il y a des choses dessus. Demain, fais ton live, tu m'invites là-dessus, on va détailler ça. Le jeune frère tout à l'heure, Albavi tout à l'heure, essaie de plus ou moins de t'expliquer ce que c'est. La paix concret. Attends, ça avec le maire. Voilà. Ça avec le maire Assalé Timogo, un cas pratique. Ces jeunes-là n'auraient pas pu avoir cette compétence-là si une entreprise indienne n'a pas mis ici, en fait, une filiale ici, donc investir ici en capital, donc IDE, donc pour pouvoir dire que transmettre ce savoir-faire à des Ivoiriens. C'est le moyen, en fait. Bon, si tu veux demain, quand tu vas faire ton live là, laisse le terme là, puis tu vas décortiquer ça point par point. Aux USA, la Chine, tous les pays du monde te battent pour avoir le maximum d'IDE. Parce qu'il y a un lien direct entre ça et ce qu'on appelle dans l'économie le transfert de technologie. Plus tu attises ces capitaux là, c'est vrai, mais seulement que le problème c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop. Or, justement, l'Afrique c'est le continent où il y a le moins d'investissement direct étranger. On peine. C'est pourquoi on est pauvre en fait, parce qu'il n'y a pas cette chose-là. Donc les plus grands pays en Afrique, il y a cela, l'Égypte, souvent le Nigeria, l'Afrique du Sud, d'autres pays. Tiens-toi bien, en 2024, les pays africains qui ont eu le plus d'IDE en Afrique, il y a d'abord l'Égypte, qui caracole en tête à cause de plusieurs projets gigantesques dans leur pays. Il y a ensuite l'Éthiopie et ton pays, la Côte d'Ivoire. C'est historique. Donc, le monsieur, ce qu'il fait actuellement, c'est vrai que, bon, pour le fan, il ne comprend pas ce que c'est. Mais si tu veux, demain, je te fais cette promesse-là. Mets le thème là-bas, je vais venir t'expliquer point par point. Document à l'appui, en vidéo, document à l'appui. En économie, c'est pas un débat. Mon frère, non, Khalil, moi, tu m'apprends rien là. Tu m'apprends rien. J'ai dit simplement, je demande simplement à de m'expliquer qu'est-ce que c'est le BIM. Écoute-moi d'abord, je termine. Pour terminer, je veux dire que vraiment. On fait des débats ici, c'est intéressant. PCI, PPACI, ça c'est nous ici. Mais les questions sur lesquelles, là, autant les médecins ne vont pas discuter pour savoir est-ce que, pour voir ce qu'ils ont parlé, il faut faire ci et ça. Là. Il y a des domaines réservés dans chaque discipline. Ça, c'est pas un débat. Pour savoir est-ce que les IDE là, concourent au transfert de technologie, oui. Ce n'est pas un débat, mais c'est pas parce qu'il fait un débat avec toi. Tu le sais. Donc ça, sur ce point, on avance. On avance quoi, en fait. Donc on va écouter. Joanne, c'est vrai qu'il est le... Merci Khalil. Sinon, je peux lui dire, hein, je suis ingénieur en travaux publics. Merci beaucoup. Merci. Donc, de quoi il parle? Bah, en fait, là, moi, je pense que le BIM, là, non. Le BIM qui dit depuis là, c'est le jargon qu'on utilise là pour dire, bon, ça fait un BIM, ça fait BIM, là. C'est de ça qu'il veut parler, en fait. C'est maintenant que je comprends. Ce n'est pas une expression littéraire, en fait. C'est une expression technique. Ouais, il faut comprendre ça comme ça, par Gbitignon.
Voilà, technique, un truc comme ça. Sinon, ce n'est pas, c'est pas un truc. Non, le phénix, c'est pas ça. Le BIM, c'est bien une matière. Mais je veux qu'il m'explique un peu, parce que quand il dit. Si toi-même tu connais, il faut dire. Si Khalil me permet, je t'explique. Hein. Non, c'est pas la peine. Moi, je sais ce que c'est le BIM, frère, mais bon. Tu mélanges un peu tout, mais c'est pas grave. Bon, mais tu sais que voilà, je n'ai même pas fait de prise de parole depuis. Vous êtes dans les. Non, je peux mélanger tout, mais concernant le BIM, je t'ai dit mon domaine. Le BIM, je ne peux pas mélanger. Pourquoi on doit avancer, les gars, s'il vous plaît? Voilà, c'est parce que toi, tu te plains que tu veux parler, mais depuis que tu entends interrompre les gens, laisse-la avancer, puis tu vas avoir la. Voilà, quand même. Avant toi, il y a Morpheus. Après toi, il y a M. Kiki qui n'a pas encore parlé. Rien. Je suis là, j'étais là avant tout cela, et puis tu m'as fait descendre, après tu m'as fait remonter. Ils n'ont pas fait descendre avant tout cela. Ils n'ont pas fait descendre, tu es tombé effectivement à 2 reprises. Là, je confirme, c'est vrai. Ouais, tu vois, non? Ok. Donc, bon, non. C'est le même bouclier, on fait la motion est partie. Voilà. C'est parti. Joanne, faites la motion rapidement, parce que tu veux faire une motion, faites la motion, puis on va faire une parole. Oui, alors, bon, c'est pour revenir rapidement sur les chiffres que j'avais donnés. Alors, en 2011, le taux de pauvreté était de 57% pour 22 millions d'habitants. En 2025, le taux de pauvreté est de 37% pour 32 millions d'habitants. C'est qui équivaut à toujours 12 millions de personnes qui sont dans la pauvreté. Ça, c'est l'information que je voulais véhiculer à Diomandé qui est parti et à Eman. Et pour finir rapidement, Eman, malheureusement, il fait tellement de pirouettes ce soir. Eman, la Sigma, là, c'est une filiale de Bouygues. Une filiale, là, ça signifie que des entreprises, ça signifie qu'elle est détenue par une société mère. C'est-à-dire que le capital, là, est détenu par une société mère. Or, la société mère qui détient le capital de la Sigma, là, c'est la société Bouygues. Donc, c'est une société typiquement étrangère, en fait, puisque les capitaux sont des capitaux étrangers. Bon, c'est une motion. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Les capitaux étrangers, donc, ça empêche aux Ivoiriens d'apprendre. C'est ça. C'est ce qu'on veut te faire comprendre, champion. Parce que la société a été créée par une entreprise étrangère, donc ça ne rapporte rien à la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de nouvelles compétences qu'on apprend. Bon, il n'y a pas à revenir dessus. Franchement, c'est compliqué à vous. Hein. Franchement. Maintenant, Joanne, petit conseil, tu as bien fait, c'était bien ton effort, tu allais fouiller tout, c'est bien. Mais prochainement, un débat, tu as cité le débat d'hier à NCI 360. C'est bien, tu as pris une partie de la cola. Il fallait prendre aussi l'autre partie de la cola. Juste après, le ministre Mamadou Touré lui a expliqué cela. Là, il s'est calmé. Il lui a dit, quand on dit 55% de pauvres en 2011, les 12 millions là, ça dit que si on n'avait pas fait de travail, d'efforts, normalement on devait avoir toujours 55%. Ça dit que plus de 12 millions aujourd'hui. Le fait qu'on soit descendu en dessous de 55%, alors même que la démographie a augmenté, ça veut donc dire qu'il n'y a pas eu de pauvres supplémentaires, alors que la démographie, normalement, nous y conduisait. Donc tu as fait un effort. Bon, enfin, c'est un peu technique, c'est vrai, mais ça dit que même ceux qui citent ce taux-là nous disent bravo. Bon, souvent, de grâce, quoi. J'ai compris ce que tu veux dire. Tu veux dire simplement qu'il y a eu un effort au niveau du taux de pauvreté, puisque si tu compares le nombre de pauvres en 2025 et le nombre de pauvres en 2011, on est d'accord sur ce fait-là. Mais voilà. C'est pourquoi je dis que... Bravo à toi. Oui, mais seulement que ce que tu 25, Khalil. Non. Attends, Khalil, on va faire un exercice très simple. Il faut prendre 22 millions, tu enlèves 12 millions dedans, et puis tu prends 32 millions, tu enlèves 12 millions. Combien qui va rester? C'est pas le même chiffre, champion. Non, excusez-moi. C'est pas le même. La démographie, on te parle de la démographie est croissante. Hein? Ok. Les gars. Tu fais un effort, tu vas calculer, hein? Le développement. La parole va tourner un peu, s'il vous plaît. La parole va tourner. C'est M. Morpheus. Voilà, donc là, c'est. Minute, vas-y, Morpheus, vas-y. D'abord, bonsoir à tout le monde sur le panel. Bonsoir à toi. Maintenant, ok. Alors, il y a eu beaucoup de sujets, beaucoup de points qui étaient soulevés.
J'entends rien, les gars. Vous entendez quelque chose? Vous avez pris du réseau. On n'entend rien. On n'entend pas. On t'entend pas. Morpheus, est-ce qu'il n'a pas reçu un appel? On n'entend pas. Hein. Khalil, après, tu as me jugé. Hein. Non, très bien. Franchement, franchement, je suis content de vous. Je suis content de vous tous. Toi, M. Konaté. Bon, Yaman est déjà habitué. Tout à l'heure, après, on va écouter M. Konaté, M. Kiki. Voilà. Oh, mon fils est tombé ou quoi? Il a reçu un coup de fil. Il a reçu un coup de fil pendant qu'il parlait. Donc, ça fait qu'il va descendre. C'est forcé. Je ne le vois même pas normalement. Je ne le vois même pas bien. Parce que je ne sais pas. Je ne le vois même pas bien. Il est descendu, il a chuté. Peut-être qu'il va faire, il va faire une nouvelle. Voilà, il est revenu. Tu le vois? Moi, je ne le vois pas. Hein. Mais il n'était pas descendu. Il a chuté encore. Hein. Sinon, il était là tout à l'heure. Il a chuté encore. Mais il y a Kiki qui est là. Kiki n'a pas parlé. Ouais, il est là. Morpheus. Morpheus, est-ce que Morpheus est là? Sinon, je le vois. Apparemment, il a un problème de réseau, finalement. Ouais, d'accord. Donc, le temps qu'il puisse déjà stabiliser plus ou moins son réseau, vous voyez que M. Kiki, quand même, il a quand même la chance. Hein. Morpheus, tu es là? Ça va bien? Oh, il a chuté. Ouais. Vraiment, tu adores, comme on dit à Abidjan. Parce qu'avant toi, il y a monsieur Le Phoenix qui était là pendant longtemps. Il est parti. Bon, vas-y. Ok, vraiment, les gars, merci beaucoup à tous. Vous savez, nous, on n'est pas parti trop loin à l'école, hein, mais on a eu la chance au moins d'arriver en 3e, et puis même si on n'a pas eu le bac. Tu sais, aujourd'hui, moi, je pense que les intellectuels sont le mal même de la Côte d'Ivoire, des Africains. Voilà. Ils se disent qu'ils sont là à l'école, ils sont assis devant les caméras, et puis ils ont des théories propres à eux par rapport à leur position pour blâmer les gens. Mais moi, je vous dis que ça ne peut plus passer. Ces choses-là, ça ne peut plus passer. Hein. Voilà un pays qu'on était dedans, où le travail, quand tu viens d'avoir tes diplômes, là, le premier travail que tu faisais, là, c'était de gérer une cabine. Ou bien se déplacer, venir voir ses parents à Yamoussoukro, à Abidjan ici, ou bien un tonton qui travaille quelque part, et puis laver sa voiture, bien essuyer sa voiture, en espérant qu'il donne 100 francs. Nous sommes en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, et Yopougon, Andokwa, zone industrielle. Voilà, moi, chaque fois quand je monte sur les panels, je donne ma location. Moi, je suis venu à Abidjan en 2011, après la crise. Quand je suis arrivé à Abidjan, la zone industrielle, là, il y a un camion, si vous regardez ma photo de profil, là, ces gens de camions, là, on n'avait pas ça en Côte d'Ivoire ici. On avait que peut-être 1 ou 2 en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, on a ça partout à Abidjan, à Korogo, à Yamoussoukro, même à Man. On appelle ces camions, on dit que c'est les camions grues. Si un pays ne travaille pas, s'il n'y a pas de développement au cours, ces gens de camions, on ne peut pas voir ça dans ces pays-là. Nous, lui ici, pour aller jusqu'au Libéria, parce que ces gens de camions, on ne gagne pas ça comme ça là-bas. Tout ce qui est les poids lourds, les poids qu'on ne peut pas soulever avec la main, là, ces camions-là, ces machines-là nous permettent de soulever ça. Ça en Côte d'Ivoire ici. Et puis, je vous dis que ça a créé des emplois. Chaque fois quand moi je monte, moi je dis que l'État même doit laisser peut-être ces côtés-là et puis venir maintenant sur nous. Bon, je ne sais pas si on appelle ça en bon français PME ou bien PMI. Ils n'ont qu'à venir voir nous les particuliers là. La recherche qu'on crée là, la recherche que nous on crée là, c'est Dieu seul qui connaît. Ces camions-là, ça permet de poser des caniveaux. Ça permet d'électrifier des villages. Les poteaux électriques là, ça permet de les soulever pour les mettre dans des trous. Des groupes électrogènes. Tout à l'heure, parlait de transfert de compétences. Mais tout ça, moi, j'appelle ça transfert de compétences. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à manipuler ces machines. On arrive à rouler ces gens de camions. Et on arrive à travailler avec. Avant, on ne le faisait pas. Aujourd'hui, les jeunes gens, on paye des anciens camions. On essaie de monter un peu. Et des camions qui sont abandonnés, on prend ça, on va au garage. Les mécaniciens les essaient de monter un peu. Mais payer la boîte, coller dessus, le moteur, ainsi de suite. Créer un camion. Mais on nous dit qu'il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Ces intellectuels s'assoient sur le panel parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le pouvoir, parce qu'ils ne sont pas aux affaires, et ils dénigrent tout. Ils disent qu'on sait qu'un peu a été fait.
Venez en Côte d'Ivoire, vous allez apprécier ce qui se passe. La zone industrielle, là, il n'y a pas d'espace vide on appelle la première zone industrielle de Yopougon, il n'y a plus d'espace vide. Tout est occupé. Les matins, quand tu sors là, la masse que tu vois qui rentre à la zone pour ressortir là, c'est trop. C'est vrai que peut-être les salaires ne sont pas encore au top, mais il y a un peu qui est fait. Il faut reconnaître. Beaucoup même. J'étais sur un panel, ils étaient en train de saboter les constructions et autres, les maisons sociales. Moi, ça m'a trouvé sur le chantier à Songon. J'ai activé ma caméra puis j'ai montré. Il y avait un certain privat qui était sur le panel. Il a eu honte, il est descendu. Les gens sabotent tout. Nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes en Côte d'Ivoire. J'ai pas dit qu'en Côte d'Ivoire, tous les jours, on ramasse de l'argent. J'ai pas dit ça. Nous-mêmes, nos camions, on peut souvent se frapper une semaine, on n'a pas de clients. Mais on peut se frapper toute la semaine aussi en train de travailler. Là, c'est pas 100% rose partout. Mais il faut te dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a une prise de conscience. En Côte d'Ivoire, si tu te lèves là, pour toi, tu peux sortir. Et puis, c'est pas seulement les gens. Partout. La voie Yakassé à Tobrou, pour ceux qui maîtrisent très bien la localité Yakassé à Tobrou, à Zopé, ça fait, je crois, 25 km. Les 25 km, en ce moment, je n'étais pas encore devenu chauffeur. Ceux qui partaient chercher le bois ou bien l'EVA à Bétier là, ils peuvent témoigner. Mais aujourd'hui, on le fait peut-être en 15 minutes. C'est la route africaine, LRA. Une entreprise créée par des Africains, pas un Ivoirien, un Nani. À ça, on nous dit qu'il n'y a pas des Ivoiriens qui ont des entreprises ici. La route africaine, LRA. C'est pour un Ivoirien. C'est lui qui a fait la voie là. Il y a cassé à Tobrou, Zopé. À Bata, Cité-ci, les goudrons jusqu'à, on appelle le quartier là comment même, Dorobité. Dorobité là, c'est encore eux qui ont fait ça, la voie là. Nous on a posé les caniveaux, on a sous-traité à eux. Donc, quand on entend des gens sur les panneaux, on a l'impression que rien ne va en Côte d'Ivoire. Le métro que vous dites, métro en construction, les machines qui sont là-bas là. Moi j'ai un client là, ce sont ces machines qui travaillent sur le métro. Le vieux là, il est de Bondoukou. Il a près de 15 pouclins. Parce qu'il y a du travail en Côte d'Ivoire qu'il a reçu à investir. Il a mis son argent pour payer ses machines à l'épelle là. Ça y est là-bas. Quand il paye les chaînes et puis les godets là, quand il y a panne, c'est moi, mon camion, il prend les chaînes là pour aller poser pour. Grâce à un métro là, moi je mange. Il ne serait qu'une journée même de travail là-bas. Le camion que je roule là, c'est pas pour un Ivoirien, je suis pas un Ivoirien. Le monsieur qui a payé peut-être ce camion, puis nous on travaille dedans. C'est pas des emplois créés, mais c'est parce qu'il y a eu un président qui a envoyé ces projets-là que nous jusqu'à le bas même là, nous on arrive à manger un peu. Mais c'est comme ça les gens doivent voir les choses. Mais on a l'impression que chez nous ici là, rien ne va. On a l'impression quand ces entrepreneurs là, quand ils viennent là, ils viennent prendre des moutons et puis ils viennent prendre des bœufs pour travailler sur ces chantiers-là. Ce n'est pas des Ivoiriens qui travaillent. Les entreprises créées à la zone. Aujourd'hui, là, il y a zone de Yopougon, on ne compte plus, mais on va jusqu'au PK24, PK26. C'est des usines qui se créent là-bas. Ces usines-là, qui travaillent dedans? C'est les Ivoiriens qui travaillent dedans. Mais on n'a qu'à voir tout ça. Vous dites saboter tout ça. On n'a qu'à saboter ça pourquoi? Et la route, et comment on appelle de Yopougon jusqu'à Carrefour à Goupil, tu pouvais te taper 3 heures, 4 heures du temps. Mais nous, on va aujourd'hui en 1 heure du temps, 1 heure du temps et 3, en 45 minutes du temps, fais tes opérations, puis tu reviens rapidement, tu viens positionner ton camion, tu attends notre client. Et c'est ça, les choses vont vite. J'ai pas dit qu'embouteillage est fini à Abidjan. L'embouteillage n'est pas fini à Abidjan, mais il y a des embouteillages dans des coins où il y a des travaux. Là, on peut tomber sur des embouteillages. Il y a des accidents, souvent il y a des accidents graves, on peut tomber sur des embouteillages. Pendant les périodes de fêtes, les gars font que vraiment il y a des embouteillages. Il y a ces secteurs-là. Sinon, aujourd'hui, l'embouteillage, le transport en Côte d'Ivoire, les déplacements sont fluides. Et on veut plus. Mais quand on regarde là, qui peut nous apporter ça? Mais des gens qui voient de la loi, est-ce qu'il y a un pays, est-ce qu'il y a, même dans ta famille, même dans la famille, à la maison chez nous, loi. Nous, quand on était petits, on nous disait,
les musulmans nous disaient, il ne faudrait pas que 18h30 te trouve dehors. On s'arrangeait tous, on joue nos ballons. Dès qu'il est 18h, on attend. Dès que le maison appelle la prière net là, rapidement, maison. Mais c'est des lois. C'est une liberté. Les lois, là, les règles, là, ça m'effraie en des libertés. On vous dit, le parrainage, quand je vois des gens qui s'élèvent, des candidats qui s'élèvent sur le parrainage à 4 mois d'élection, mais est-ce que ces personnes-là, ça vous dit, savent qu'ils vont devenir président? Être président, ça s'est préparé pendant 5 ans. Mais qui tes politiciens-là, qui nous prennent au sérieux? Si réellement tu veux présider, si réellement tu veux être candidat, mais tu te prépares. Moi, demain matin, j'ai un programme. Je dois le poser qu'à nouveau demain. J'ai tout mis en œuvre. Parce que demain, j'ai un programme. Mais les gars ne peuvent pas se lever quand on vient transformer les lois. Parce que je m'appelle Kiki Touré. Comme moi, je m'appelle Kiki Touré. Telle loi m'arrange pas, il faut dégager, il faut me mettre dessus. Mais c'est pas comme ça. Hein? Pourtant, vous êtes couché en Europe là-bas. Vous respectez tout ce qu'ils font là-bas comme loi. Maintenant, nous, nos lois ici, là, vous dites qu'il ne faudrait pas qu'on les respecte. Et c'est vous qui criez au pour dire que vous voulez être indépendant. Souveraineté, souveraineté. Maintenant, les propres lois que vous-même vous avez établies, ça, vous êtes incapable de les respecter. Mais c'est quel État on veut créer? Quel État? Parce qu'aujourd'hui, ça ne m'arrange pas. Je ne suis pas en conformité avec la loi. Non. C'est pourquoi hier, le monsieur là, moi on a suivi l'émission 360. Il a été recadré. Après, il s'est senti gêné, il avait honte. C'est vrai, vous voulez venir au pouvoir. Mais c'est pas une façon de venir mentir. On nous dit, le Ouattara n'est pas bon, le RADP n'est pas bon. Non, pourtant, nous, en Côte d'Ivoire, on voit ce qu'ils sont en train de faire. On voit ce qui s'est fait. Les investisseurs viennent. Quand ces investisseurs viennent là, c'est les Ivoiriens qui travaillent dedans. Donc, vraiment, souvent, quand on vous écoute sur les panels là, vous qui êtes partis tellement loin à l'école, nous, on a mal à la tête. Nous, on n'a plus le temps de ces dettes 46 millions. Non. Nous, on regarde. Ok. Nous, là, actuellement, on regarde tout ce qu'on peut toucher, tout ce qui est visible, comme nos points et autres, là, ça nous permet de trucs. C'est ce que nous, on voit. Les villages qui ont été électrifiés. Moi-même, là, j'ai fait des déplacements. Move. Quand Move est venu, là, on a envoyé les matériels de Move jusqu'à dans des villages reculés. Les antennes Move, là. Tu vas dans des villages à l'ouest, là. Le réseau Internet passe. En Côte d'Ivoire, là, où le réseau Internet passe par là. Vraiment, c'est petit. Tu vas dire peut-être que le réseau balance. Mais quand tu te déplaces un peu là, le réseau passe. Donc, j'aimerais chuter pour dire ça. Merci beaucoup à vous. Franchement, monsieur Kiki Touré, franchement, vous avez vu, non, que vous avez parlé naturellement. C'est tellement concret, tellement vivant, ce que vos témoignages, que tout le monde, même d'ailleurs, je pense que c'est calmé. Souvent, nous sommes dans les propos vindicatifs, les toi a dit, moi a dit, bon, excusez-moi, hein, je veux dire, voilà, des oui-dit, quoi, je veux dire. Voilà, chacun dit ce qu'il veut, qui a raison, qui a tort, mais quand quelqu'un vient, n'est-ce pas, vient relater le vécu, point par point, des exemples pratiques, c'est édifiant, c'est encourageant, en fait. C'est ce qu'on demande. Donc, vous voyez, monter souvent sur les panels, là, ça vient rigoler encore la forme militante des gens. Tout le monde n'est pas RHGP, mais les gens qui voient ça. Tout en parle de Guéyo, le monsieur l'a fui. J'ai cité des coins de Guéyo actuellement où il n'y avait même pas de courant, ni d'eau courante, ni d'hôpitaux, sans de santé. C'est à la faveur de récemment, ça a été mis à la soupe de M. Ouattara. Donc comment tu veux dire à quelqu'un qui est assis là-bas que non, mais il n'a rien fait? Franchement dit, c'est-à-dire que le bourgeois ivoirien, non, c'est que tu prends mal. Il peut faire des choses pour venir au pouvoir, mais c'est-à-dire que dans le déni. Mais Khalid, qui a dit que M. Ouattara n'a rien fait? Non, c'est pas pas tant forcément de manière singulière, mais il y a plein qui disent ça. Hein. Ils sont ici, ils sont plein qui disent ça ici. Voilà. Toi, habituellement, c'est vrai que très souvent, que tu es un peu dans ce cadre-là, mais depuis quelques temps, tes propos sont un peu mesurés, mais sinon, là, tu es dans ce carnaval-là, par exemple. Mais, toi, au moins, ça passe. Toi, au moins, même ça passe. Mais les gens, ils sont fermés. Comment tu veux dire à quelqu'un qui est assis, on va dire à Guiglo, que non, ça n'a rien fait. L'hôpital général qui est là-bas, mais c'est pas possible. Des salles d'opération qui sont là. C'est inimaginable. Pour dire qu'on va être à Boaké, à Guiglo. Même pas moi, hein, Guiglo, tu es à Guiglo. Allez, s'il te plaît, te faire un témoignage. Vous connaissez la région de Lifou? La région de Lifou. Daoukoura. Daoukoura. Ah, Daoukoura, je suis allé, ça vaut même pas 3 semaines.
matériel là-bas. On dit le pont là, le village là, ça fait 45 km. Là-bas, puis Boaki là, ça fait 45 km. Mais il y avait, la voie avait l'eau avait coupé, il n'y avait pas de route au fait, l'eau a coupé un truc là-bas. Les villageois, quand j'ai causé avec les villageois là, d'os diguer depuis Oufoué, et les n'a pas été reprofilé. Simple reprofilage de la voie là, depuis Oufoué n'a pas été fait. Mais quand Alassane est arrivé, ça fait 5 fois qu'ils sont en train de faire reprofilage. Maintenant, ils ont demandé le pont là. Ils sont en train de faire, c'est les matériels là non envoyés. Les matériels là, les matériels du pont qu'on envoie là, est-ce que moi là, je n'ai pas bénéficié? Le camion qui est parti là, j'ai un peu. Ah. Donc, si pour, le village s'appelle Potossou, tu dépasses Potossou et puis le prochain village te trouve là-bas. Dans ce village-là, j'ai vu Matel, j'ai tiré j'ai fait la photo même. Si vous voulez, je vous envoie. Devant le centre de santé, là, j'ai tiré une photo. Parce que souvent, quand on monte sur les panels, les gens disent qu'il y a des centres de santé, les gens disent que c'est faux, là. Nous, on se promène, on sort. Il y a des villages, nous, on voit des centres, dans centres de santé réellement. Donc, c'est ce témoignage-là que je voulais envoyer. J'ai fait des photos. Non, mais ça dit que, on dit souvent que nul ne peut réveiller celui qui fait semblant de dormir. Mais, c'est les endroits où ils n'aiment pas ce genre de débat, ils n'aiment pas ça. Comment tu veux dire à quelqu'un qui est assis, je dis encore une fois, qui n'est pas dans le lit fou là-bas, mais qui n'est pas à Korogo, dans Bunjali, et puis tu veux espérer gagner. En fait, excusez-moi, c'est vrai, mais c'est pas parce que le RGP est trop fort, c'est pas ça. C'est parce que souvent les gens ils sont en panne de stratégie. Aïe! Ils sont en panne de stratégie. Ce sont les mêmes gens qui sont dans l'IFU là, qui font la désobéissance civile et tout ça là. Non, mais c'est pas significatif. Attends. Non, je m'explique. Je veux dire que dans la vie là, chaque parti politique très souvent a ses passions naturelles. Tu m'écoutes, tu me suis. Hein? Chaque parti politique a ses passions naturelles. Et souvent, on dit en politique que il n'y a pas de imprégnable. Il n'y a que des passions mal attaquées. Je répète le propos. Il n'y a pas de passion imprégnable. Il n'y a que des passions mal attaquées. Tu peux faire un programme pour dire là où, dire que mon frère Johan là, il n'est pas encore PDCI. Qu'est-ce que je vais faire pour qu'il soit PDCI dans 3 mois, 5 ans, 6 ans, 10 ans? Ça se prépare. Et donc, pour que des régions comme Daokolo et autres puissent tomber comme ça dans l'escarcelle du PPACI, il faut se lever de bon matin. C'est pas tout de suite. C'est pas demain la veille. Ça se prépare en fait. Tu peux perdre aujourd'hui. Crois-moi, pas les chiffres de M. Ouattara à Saint-Domingue Ouattara en 2010, premier tour, dans les régions du Cavali et du Guémon. Mais tu vas rire. Score. Mais, pas son score également aussi en 2015. Pas son score en 2020. Au fur et à mesure, ça c'est la présidentielle, son parti politique, le RDA hier, avec RGP maintenant qui sont ensemble, prends les scores. Voilà comment on fait une analyse politique. Je peux perdre 7 à 100 aujourd'hui encore, et hier et demain, mais plus je perds, mais c'est que je réduis mes pertes, je gagne des points. Mais souvent les gens font la politique, mais ces points-là, ils ne voient pas ça en fait. Or, ce qui fait que les points gagnent, pourquoi? Parce que imagine, moi comme ça, je suis à Odjene, je suis à Guiglou, je suis à tout le pleu. On me dit que Joanne là, il m'aime pas. Mais Joanne vient toujours mettre ici un centre de santé partout chez moi. Des écoles, goudron, pont. Mais comment tu me convaincs que Joanne est contre Khalil? Comment? Pourquoi? Ça ne marche pas. Donc ça va créer un tilt dans les esprits. Mais le monsieur, c'est ce qu'il fait en fait. Non, bon, sur TikTok, sur Facebook, lui il travaille, hein. Il sait exactement ce qu'il fait. Il sait exactement. Aujourd'hui là, faisons public la piste là, vous confessez ça à nous le. C'est la première fois qu'une femme est mise de la fonction publique en Côte d'Ivoire. Je m'abuse. Mais c'est calculé. Il a rendu la femme forte. Aujourd'hui, quand elle parle, là, elle est ministre d'État. Hein. C'est normal. Quand tu prends les Divo et autres, c'est normal. C'est lui pire à Divo. Mais franchement, dit de monsieur, là, qui m'excuse, c'est vrai, nous sommes tous arrachés, mais les méchants. Hein. Mais cette région là, Goudron, mais c'est pas possible. Il a frappé là-bas même, le monsieur là, le type là, Coco Amédée. Mais oui, ça paye.
Voilà. Donc, je veux dire que le monsieur actuellement, là, il travaille sur des générations. On veut ou on veut pas ou. Fouboigny a fait ça. Il a tué des gens. À la fin, on dit, voici le plateau, voici Boiflé, voici Gagnon, voici ses ouvrages. Dans 10 ans, 20 ans, quand on va partir là, tu as beau dire ce que tu veux, mais je vois tes enfants vont te dire, mais papa, à ton temps là, il y a un monsieur qui s'appelle Ouattara, c'était qui? Parce qu'il va subsister ses ouvrages. Il va résister au temps. Il vient trouver 2 points à Abidjan, il met comme il met 3. Ce n'est pas rien. Les colons ont fait 1 point, 57, 59. Il faut qu'il fait 1 pont. Lui, il met 3. Quand tu vois la tour, il s'est calculé, il marque les esprits. Il fait une canne, il la remporte. Il demande le SMIC. Fonctionnaire recruté encore. Partout, aujourd'hui, il est partout. Tu vas à Boiflé, tu vois le pont de. Mais avant, moi j'ai pu la voix de. Excusez-moi, c'est vrai, c'est un témoignage. J'ai pu la voix de Dalois pour aller avant. Lui, c'est lui qui parle, il sait parce qu'il tourne beaucoup. La voix avant, les Dalois, Gezabo. Pour aller à Diokou là. C'est pas lui, il sait très bien, lui là, il sait, lui qui peut. Parce que lui au moins il bouge. Mais c'est pas possible avant. Quand j'ai pris la voix, quand c'était fini, il dit, mais on est à quoi? Il dit non, mais vous ne pouvez pas comprendre. Pour arriver avant, à Gezabo avant, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais tout ça, ça marque l'esprit des gens en fait. Parce qu'eux, ils sont là-bas, là. Ce qu'ils veulent, c'est pas quoi? C'est pas seulement millions ou milliards, hein. Non. Ils veulent l'eau coulante, l'électricité, l'école, les centres de santé. Parce que là-bas, tu peux faire coiffure, tu peux faire maquis là-bas. Alors du coup, quand tu n'es pas, et tu n'es pas ivoirien, il faut qu'on se dise la vérité, c'est difficile de bénéficier. Même il faut fréquenter sur notre sol. Il faut bénéficier de ce système antérieurement, mais il serait difficile de bénéficier après le bac. Il serait très difficile. C'est pareil au Sénégal. Souvent les gens, excusez-moi de le dire, par mes connaissances, ils avancent certaines choses. Ils avancent plein de choses qui ne sont pas vraies justes. C'est actuellement que la communauté, UEMOA, en train de réfléchir d'abord, de trouver une date unique de composition de bac dans notre région, de trouver des possibilités de permettre à ce qu'il y ait la circulation des étudiants. Moi, je vais toujours sur le plan économique. Un étudiant coûte cher à l'État de Côte d'Ivoire. Alors du coup, c'est un peu complexe pour le moment. Il faut être ivoirien. Il faut être ivoirien, tu as cette facilité. C'est-à-dire, si la scolarité pour un ivoirien est 12 000, quand tu n'es pas ivoirien que tu vas aller t'inscrire, on te laisse t'inscrire, mais tu vas sur un statut un peu privé. Tu vas payer le même 12 000 avec un ivoirien. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Sinon, c'est pas parce que l'État veut pas, parce que ça coûte cher. Il faut qu'on comprenne, ça coûte cher. En fait, moi, je pense que il faut faire la différence des choses. Et puis, on n'est pas dans un monde de copier-coller parce que, voilà, dans tel pays, c'est pas possible. Chaque pays a ses réalités, chaque pays a son histoire. Bref, je pense qu'on va venir faire l'histoire ici. Moi, je dis tout simplement, pourquoi ne pas donner la chance à ces enfants même qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui ont fait les cycles secondaires en Côte d'Ivoire, juste parce que ces enfants n'ont pas, par exemple, la nationalité ivoirienne, on va appliquer la lourdeur administrative, voire même sur le plan financier. Et si ces enfants n'ont pas les moyens financiers, ce qui veut dire que ces enfants n'ont plus la même chance. Moi, je serais d'accord si, par exemple, une personne fait son baccalauréat à l'extérieur et veut continuer ses études supérieures en Côte d'Ivoire.
Si on soumet cette personne-là à cette lourdeur administrative, je serais d'accord, tout comme d'ailleurs tout pays le fait, très généralement. Mais pour... Oui. Ce que tu dis, tu as pleinement raison. C'est la fibre régionale que tu es en train d'évoquer. Permettre à ce que tout le monde puisse quand même bénéficier de l'enseignement post-bac. Mais c'est ce que je suis en train de je te fais comprendre. Je dis économiquement, un étudiant revient cher à l'État du Côte d'Ivoire. Souvent, on a tendance à souvent incriminer l'État pour dire qu'il ne fait rien, mais économiquement, un étudiant revient cher à la Côte d'Ivoire. Souvent même, tu sais, Maître King, on ne peut pas trop dire certaines choses, mais tu sais que s'il y a aujourd'hui ceux qui ont candidaté au bac, s'ils sont 200 000 ou 300 000, et qu'aujourd'hui, peut-être plus de 50% ont le bac, plus de 60% ont le bac, souvent même leur absorption au niveau même de l'État, au niveau même du public, c'est compliqué, Maître King. C'est difficile pour l'État. Donc, du coup, toi, tu trouves normal qu'on restreint peut-être une partie de certaines personnes qui devraient normalement avoir le droit à l'éducation, on appelle ça de l'enseignement supérieur, en fait. Non, Maître King, raison pour laquelle au ministère de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire, il y a une option. On permet que tu puisses bénéficier de 6e, 4e. Tu as le bac ici, tu peux aller à l'université. Je suis en train de parler, parce que, prenons par exemple au niveau de l'université de Cocody, par exemple. Pour une personne étrangère, en tout cas, s'il n'a pas plus de 300 000 francs, oublie l'inscription là. Oui, c'est vrai, ça tu as raison. Ça tu as raison. Bon, imaginez un peu, une personne n'a pas les moyens. Donc, ce qui veut dire que cette personne ne pourra pas continuer ses études juste parce que cette personne n'a pas la nationalité ivoirienne. Est-ce que tu trouves ça normal? Maître King, raison pour laquelle... C'est triste. Mais vas-y, stratège. Vas-y. Ok, c'est ce que je voulais dire. C'est triste, King. King, j'ai dit c'est triste. L'État fait déjà l'effort de la maternelle jusqu'en terminale en subventionnant tout le monde dans notre système. Moi, je ne dis pas non. Je dis pas non. Alors, à l'université, c'est difficile. Ça revient cher. Oui, donc, ça revient cher. Nous, les nationaux, là, on peut pas les prendre l'État tous. ne doit pas... Donc ça doit rester comme ça. On restreint de manière délibérée la possibilité à une personne de pouvoir continuer les études. On ne restreint pas, Maître King. Il y a toujours une vertu pour un privé, un non-national d'aller à l'université. Oui, mais bien sûr, mais ce n'est pas tout le monde qui a le moyen d'aller au privé. On est d'accord. Je suis d'accord. Sur le plan social, tu as raison. En tout cas, c'est clair que c'est triste. C'est clair que ça touche. Franchement. Mais moi, j'aimerais savoir, cette loi, ça date de quand? Ça a toujours existé ou c'est maintenant? Mr. King. Laquelle? C'est la loi dont on parle là, par rapport aux étrangers qui ne doivent pas... C'est un truc qui a été toujours là. Ça a toujours existé. Ça a été toujours là. Il y a longtemps. Hein. Okay. Ça a été toujours là. Ça existe depuis 1950. Aux nationaux. C'est d'abord destiné aux nationaux. Tout à l'heure, sur le panel, quelqu'un a dit au niveau de la Côte d'Ivoire, tu veux dire? Oui, au niveau de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un disait tout à l'heure sur le panel que il y avait des étrangers à l'INSET. Effectivement, beaucoup ne savent pas, mais dans ce cas de ces étrangers-là, la majeure partie, c'est des bourses de la région, de la sous-région, soit de l'UEMOA. Parce que l'UEMOA octroie des bourses. Et beaucoup ne savent pas. L'UEMOA octroie des bourses à des étudiants. Et ces étudiants qui bénéficient de ces bourses-là ont cette capacité, cette autorisation de faire ces écoles techniques, ces grandes écoles comme l'INSET. Vous voyez. Alors, ça peut exister que de votre promotion, il y ait des étrangers. Mais c'est parce que vous ne leur avez pas posé la question comment ils ont fait pour intégrer. Sinon, l'UEMOA, dans ce canal-là, moi, on connaît beaucoup qui profitent du canal de l'UEMOA à venir à l'INSET et étudier. Ouais. Alors, Maître King, c'est vraiment ce que tu dis, tu as pleinement raison. Ça fait mal, mais aujourd'hui, on ne peut pas. Prions Dieu qu'on ait beaucoup d'universités en Côte d'Ivoire. Peut-être un jour, la loi va changer. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on dise qu'on ne peut pas. Parce qu'aujourd'hui, je pense que
on a déjà dépassé ce niveau-là. Voilà. Après, moi, je peux voir qu'il y a certaines personnes qui vont se dire non, il faut favoriser. Enfin, il y a des secteurs où il n'y a pas de favoritisme, en fait, surtout l'éducation. Et par exemple, quand on prend le primaire, le secondaire, effectivement, l'État de Côte d'Ivoire donne la possibilité à tout le monde de pouvoir aller à l'école. Mais pourquoi ne pas le faire aussi dans un truc, on appelle ça quoi, dans l'éducation supérieure, dans le secteur supérieur? Pourquoi ne pas le faire? Et quand je dis pourquoi ne pas le faire, je ne dis pas que toute personne aujourd'hui qui va venir encore vouloir continuer les études, on doit pas... Non, ça, je ne dis pas. Mais je vais dire, par exemple, que déjà, il faut savoir qu'il y a des personnes qui font partie de la société ivoirienne, même si ces personnes n'ont pas encore la nationalité ivoirienne. Parce que je dis encore pourquoi. Parce que ces personnes sont susceptibles d'avoir cette nationalité-là demain. Donc, ces personnes aujourd'hui, là, qui, comme je le dis et je le répète encore, qui sont nées en Côte d'Ivoire, qui ont fait tout leur cycle en Côte d'Ivoire, que ce soit cycle primaire, secondaire et autres, pourquoi ne pas donner la chance à ces personnes-là de continuer les études supérieures tranquillement? Voilà. Et je vois... raison, allô? Tu as raison. Ok. Allô, je peux intervenir, c'est possible? Attends, il y a Keton. Bonsoir. Attends, Abbé, attends. Keton. Est-ce qu'il est là? Comment vous allez? Ouais, bien. Ouais, je suis là. Comment vous allez, vous tous? Ouais, ça fait un bail, Mr. King. Ouais, c'est là. Ouais, hello. Je sais qu'il y a 9 universités en Côte d'Ivoire. Universités publiques. Voilà. Après, on a les universités privées. Bon, je ne connais pas très bien le sujet. J'avais demandé même en commentaire, mais... Après, de quoi il s'agit? Le sujet, c'est que Mr. King veut que des personnes, des étrangers qui ont fait leur système éducatif en Côte d'Ivoire ici, qui ont eu le bac, il faut que ces étrangers-là n'aient pas à payer. Il faut qu'ils soient orientés comme tout le monde, quoi, dans les universités publiques. C'est ça. C'est un peu ça le sujet. Donc, qu'est-ce que tu penses? Le déficit de la subvention de l'État dans les universités publiques. Oui. Dans la sous-région. Non, en Côte d'Ivoire. Pays. Si, ouais, juste en Côte d'Ivoire, on parle de la Côte d'Ivoire, mais d'autant, moi, je voulais juste ajouter que d'autant plus que dans la sous-région, je pense qu'aucun pays ne le fait. Donc, oui. Peut-être que je me trompe aussi. Bon, déjà, moi, ce qu'il dit là, je crois que c'est faisable, hein. C'est faisable même pour la Côte d'Ivoire. Parce que quelqu'un le dit chaque jour, ou il le disait même que on a les ressources qu'il faut. C'est simplement que on vit au-dessus de notre moyen, c'est tout. Les études, travail.